from a geometrical point of view. Alors, et puis je voudrais compléter avec cet article qui est vraiment très intéressant, qui est paru dans les annales de la faculté des sciences de Toulouse, qui est autour des questions de l'homotopie, dont vous avez parlé hier d'ailleurs, je crois. Alors, l'approche de Marquis n'est pas du tout la même. L'idée de Marquis, c'est de s'installer, alors lui, vraiment dans la théorie des catégories. Il ne s'agit pas de choisir les topos plutôt que toute autre partie de la théorie des catégories, de s'installer dans la théorie des catégories telle qu'elle s'est constituée historiquement et de regarder comment elle s'est faite et quels sont les moments clés et qu'est-ce qu'on peut en tirer, qu'est-ce qu'on peut voir. C'est vraiment un livre très très beau, vraiment très, très intéressant et très pédagogique. C'est vraiment, je vous le conseille. Et c'est vraiment intéressant parce que ça ouvre toutes sortes de questions justement pour l'ontologie ou pour la métaphysique. Et c'est l'approche à laquelle moi je suis beaucoup plus sensible parce que j'aime beaucoup cette idée de Deleuze qui n'est pas du tout badiousienne, qui consiste à dire que quand le philosophe, le mathématicien, le musicien, l'architecte se rencontrent, c'est pas sur les réponses, c'est sur les questions. Et Deleuze a ce très beau passage où il dit c'est sur les problèmes qu'on se rencontre. Donc on écoute la réponse de l'autre parce qu'on a le même problème, mais nous on va la reformuler d'une autre façon. Et donc il ne s'agit pas du tout de se dire ok je vais prélever complètement les mathématiques et les mimer. C'est pas du tout ça l'idée, mais c'est-à-dire écoutons la réponse que les mathématiciens apportent. Alors ça c'est vraiment intéressant. Et ce qui est très intéressant dans le point de vue de Jean-Pierre Marquis, c'est donné dans son titre, c'est qu'il veut défendre l'idée que les théories des catégories, c'est de part en part un programme géométrique. Alors, c'est une thèse qui a l'air d'être assez banale, puisque comme je vous ai déjà donné pas mal de citations, les gens ont dit, bah oui, ça a été le point de confluence entre des questions de géométrie, notamment de géométrie algébrique, de logique, et puis des problèmes en théorie des ensembles. Mais c'est pas du tout ce qu'il veut dire. Donc là, il faut faire un petit peu attention. La première thèse que je viens de vous dire, elle est partagée par tout le monde. La thèse de Marquis n'est pas nécessairement partagée par tout le monde. Son idée, c'est que la théorie des catégories est une généralisation du programme d'Erlangen. C'est très différent. Très, très différent. Donc l'idée de Marquis, et là-dessus il s'appuie sur le premier texte de MacLean et Heisenberg, où ils le disent explicitement, leur projet c'est de prolonger, c'est-à-dire l'idée, le programme d'Erlangen de Félix Klein, c'est l'idée qu'on peut classer toutes les géométries en regardant les groupes de transformation. Okay. Donc je regarde comment les choses se transforment, et ça permet, et je regarde ce qui est invariant, et ça permet de classer toutes les géométries, euclidiennes, non-euclidiennes, projectives, etc. Bon. Et l'idée de Marquis, c'est qu'en fait, le programme vraiment très très fort qui est derrière l'idée maîtresse de la théorie des catégories, c'est ça. On va avoir un programme de classification, mais pas simplement des espaces, mais d'espaces généralisés qui sont les structures mathématiques. Et on va les regarder comme des espaces de transformation. C'est ça l'idée. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, l'idée, elle est formulée dès le début, mais il faut très longtemps avant qu'elle arrive à se mettre en œuvre. Donc elle est formulée en 44-45, mais c'est juste une idée, et les pistes que donnent MacLean et Heisenberg sont mauvaises. Parce qu'ils croient qu'il suffit de regarder ce qu'on appellerait les foncteurs, c'est-à-dire juste la manière dont une catégorie se transforme dans une autre, et ça vous donne absolument pas du tout un programme d'Erlangen. Ça vous donne la théorie des catégories comme ça, mais ça vous donne pas ce qu'elle est. Et donc il montre de manière très fine, en suivant l'histoire, que ça va se cristalliser dans les années, à la fin des années 50, autour de trois choses assez différentes qui sont d'une part la question des problèmes universels, d'un côté, mais ça non plus, ça ne suffit pas. Et quand Pierre Samuel voit la question des problèmes universels, donc les problèmes universels, pour ceux qui ne connaissent pas, ça veut dire que vous avez un diagramme, et vous voulez que en fait, ce diagramme colle au plus près de la situation, donc vous voulez dire qu'à chaque fois que vous allez trouver une flèche qui rentre dans ce diagramme, il y en a une unique quoi, en fait, qui rentre dans ce diagramme, et qui va passer par l'objet que vous avez identifié comme étant la flèche qui colle au plus près. Je ne sais pas si ça vous fait comprendre, mais c'est ça la question des problèmes universels. C'est comme ça qu'on définit les limites, les colimites, mais plein d'autres choses. Il y a une deuxième piste qui est la question des foncteurs représentables, avec Yoneda, tout ça, etc. Et ça, en fait, c'est la piste qui est massivement suivie par Grothendieck avec les catégories de faisceaux. Et donc les topos comme catégories de faisceaux d'ensemble. Et il y a une autre piste qui est absolument essentielle, c'est l'adjonction. Et l'idée de Marquis, c'est de dire c'est vraiment quand l'adjonction arrive comme l'espèce de dernière pièce du puzzle que la théorie des catégories se constitue, parce que pour la première fois, on a ce qu'on n'avait pas jusqu'à présent, c'est-à-dire quel est le bon critère de l'identification des objets en théorie des catégories. Et l'idée, elle est très forte, ça consiste à dire l'équivalence des catégories, c'est pas un bon critère, parce qu'en fait, on en a plein des équivalences de catégories, puis on ne sait pas trop comment faire. Les situations d'adjonction vous donnent une manière où les choses ne sont pas identifiées. Ça, c'est très fort. Elles sont dans une dualité, mais ça, c'est stable. C'est quelque chose de stable que vous allez retrouver dans plein de situations.
Et donc ça, c'est une découverte qui est faite par Daniel Kahn, en 58, si je me rappelle bien. Et là, on commence à voir arriver des théorèmes propres de théorie des catégories, des théorèmes purs de théorie des catégories. Et il montre très bien que dans un premier temps, et même chez Grothendieck, etc., quand on parle de la théorie des catégories, on en parle comme un outil. On parle comme un outil. C'est un outil qui permet d'étudier des structures mathématiques qu'on connaît déjà. Et on voit vraiment arriver des gens qui parlent de la théorie des catégories comme une théorie à part entière, avec ses théorèmes propres, etc., et qui permet de créer des nouveaux objets, carrément, des nouvelles situations. Vraiment, suite vraiment à la découverte du rôle central de la jonction. Et il dit d'ailleurs, et c'est une remarque que fait MacLean, c'est bizarre qu'on ait mis autant de temps à voir la jonction, alors que c'est un phénomène tellement évident, et qui est là depuis toujours, en quelque sorte. Mais voilà, c'est finalement difficile de le voir et même de bien le comprendre. Et ça, c'est très joli, parce que c'est la réponse à Badiou. L'idée que la théorie des catégories est une logique mathématique, c'est une idée qui dit que la théorie des catégories est un outil. La théorie des catégories est un outil pour étudier les mathématiques, un outil que les mathématiciens ont mis au point de manière intrinsèque pour étudier les situations mathématiques, mais au bout du compte, les situations mathématiques sont ensemblistes. Et ça, il faut voir que cette position, indépendamment des restrictions qu'il a mises lui-même sur la topo, c'est une position qui est très forte. Parce qu'en fait, c'est la position qu'a tenue Grothendieck, c'est-à-dire l'idée qu'au bout du compte, dans le premier, celui des univers, c'est-à-dire l'idée qu'on pouvait tout interpréter dans un certain modèle de la théorie des ensembles, sous réserve d'ajouter des axiomes de grands cardinaux, c'était vraiment une idée qui a été mise en place dans les années 60, donc au moment de cette révolution. Donc ce n'est pas l'idée de Badiou, c'est pas du tout l'idée de Badiou, c'est une idée qui est partagée par plein de mathématiciens, que c'est un outil, mais c'est un outil qui sert à étudier des situations. Il y a des moments où on ne sait pas très bien comment ça marche dans l'ensemble, mais on va y arriver. Et de toute façon, tout s'interprète dans des univers. Ça, mais si on prend au sérieux la démonstration de Marquis, il se passe quelque chose avec la jonction qui est complètement différente. Et c'est là, malheureusement j'arrive au bout de mon temps, mais c'est là où j'arrive aux choses qui sont les plus intéressantes pour le philosophe, mais en même temps tant mieux, parce que c'est là qu'il faut arriver. Ce qui est absolument passionnant, c'est que les situations de l'adjonction, donc c'est des situations de dualité, c'est-à-dire que vous avez deux situations qui ont une forme de symétrie, c'est deux structures qui se comportent de manière symétrique. Donc elles ne sont pas identiques, mais elles ont une forme d'identité qui fait que si vous avez tout démontré dans l'une, et ben, gratuitement, vous avez tout ce qui se passe dans l'autre. Parce qu'il suffit de renverser les flèches. Donc ça, c'est un truc magnifique qui permet d'unifier plein de théories. Je ne vais pas vous expliquer parce que les exemples qu'on a à l'esprit sont un peu compliqués, mais la dualité, c'est un phénomène mathématique très courant pour les espaces vectoriels et tout, c'est connu depuis très longtemps, pour la géométrie projective, etc. Bon. Mais ce qui est très intéressant, c'est le contexte dans lequel c'est né. Le contexte dans lequel c'est né, c'est la théorie de l'homotopie. Il faudrait que j'explique ce que c'est la théorie de l'homotopie. Bon, la théorie de l'homotopie, c'est une théorie qui essaie de regarder comment les objets mathématiques, les objets géométriques se comportent quand vous les regardez à déformation continue près. Mais alors, il faut faire un petit peu attention parce que déformation continue, ça a deux sens en mathématiques. Vous avez un sens où vous ne déchirez pas, vous ne changez absolument pas la continuité, donc c'est ce qu'on appelle les homéomorphismes. Et vous avez un autre sens où vous pouvez quand même les changer beaucoup. Par exemple, vous pouvez rétracter un champ vous pouvez rétracter le plan entier sur un point. Alors ça, vous voyez bien que c'est une déformation continue. J'ai pris tous les points et je les ai tirés sur un point. Ouais. Mais ce n'est pas un homéomorphisme, hein, ils n'ont pas du tout la même continuité. Okay, donc ça, on appelle ça des choses qui sont équivalentes à homotopie près. Une découverte qu'on a faite, assez surprenante, c'est que les outils qu'on a utilisés en topologie, les outils pour décrire l'espace, sont des outils qui en fait sont notamment la topologie combinatoire. On découpe les objets et puis on essaie de voir comment ils se comportent quand on les découpe en morceaux, par exemple typiquement, où on regarde ce qui se passe quand on y fait des tours. Tous ces objets sont invariants à homotopie près. C'est-à-dire que ce que voient ces objets, ce qu'on appelle la théorie de l'homologie, par exemple, ce que voient ces objets, ben, il ne sait pas distinguer les objets quand je les déforme de manière continue. Alors ça, c'est très surprenant parce que ça vous pose une question assez redoutable. Et c'est là où je veux arriver. Parce que là, on a des endroits où vraiment c'est pas ensembliste. C'est ça que j'aimerais vous faire sentir. Et c'est pas ensembliste, pas du tout au sens d'une croyance qu'on va réussir à assembler. C'est-à-dire que c'est un mode de pensée qui ne peut plus être ensembliste. Là, vous êtes en train de me dire que le plan entier et un point, c'est la même chose. D'un point de vue ensembliste, de la topologie, ça n'a absolument aucun sens. C'est un truc extrêmement bizarre. Mais c'est ça qu'ils sont en train d'essayer d'élaborer. Donc ça a commencé à jeter un doute, c'est un doute qui est arrivé dans les années 30, que les instruments de la topologie ensembliste n'étaient pas adaptés.
Et c'est une énorme surprise. Enfin, je ne sais pas si j'arrive à le faire sentir, mais on ne s'y attendait pas du tout. On pensait qu'en fait, les homomorphismes, c'était le bon. Souvent, c'est ce qu'on dit d'ailleurs quand on ne connaît pas bien la topologie. Ce qu'on vous apprend à l'école, c'est que la topologie, c'est la science du caoutchouc, celle qui va quand on déforme les choses sans les déchirer. Mais en fait, aujourd'hui, c'est pas la science du caoutchouc. Enfin, ça existe toujours, la topologie d'ensemble, ça joue un rôle très important, mais c'est complété par le fait que la science de l'espace a ce problème que ces objets fondamentaux, c'est des objets qui sont des équivalents homotopiques. Ça voudrait dire qu'il y a une sorte de briques élémentaires des espaces qui sont ce qu'on appelle les types d'homotopie, c'est-à-dire les choses qui sont équivalentes. Donc là, je vous ai une citation. Voilà, j'ai une citation très compliquée, là, je ne vais pas la mettre sur la catégorie. Bon, si, je vais vous le dire. Non, alors je vais d'abord mettre la citation. Ça, c'est une très belle citation de Bowers, qui est un des grands noms de la théorie de l'homotopie. Et il dit que les types d'homotopie des polyèdres, bon, bah, c'est juste les polyèdres, hein, sauf que vous les abstrayez, vous les prenez de manière abstraite. Il n'y a pas de bonne intuition de ce qu'ils sont. On ne sait pas ce que c'est, ces machins-là. Et notamment, on ne sait pas ce que c'est parce que ce n'est pas des ensembles. Ce n'est pas des ensembles, ces trucs-là. Mais ils apparaissent comme étant des entités aussi naturelles, enfin, genuines, je ne sais pas comment traduire, acceptables, voilà, et basiques que les nombres ou les nœuds. C'est une position hyper intéressante, et c'est là où moi ça m'interpelle, parce que si on a une veine spinoziste où on se dit la pensée et l'espace sont inséparables, comprendre ce que c'est l'espace, c'est vraiment quelque chose qu'on en a besoin. Donc on va voir les mathématiciens et on leur dit écoutez, je ne comprends pas très bien ce que c'est l'espace, dites-moi ce que c'est, et vous dites bah voilà, c'est fait avec des briques élémentaires qui sont les types d'homotopie, mais on n'a pas de bonne intuition de ce que c'est. On ne sait pas très bien ce que c'est. Okay. Alors ça c'est vachement intéressant parce que il se trouve qu'il y a un théorème de théorie des catégories qui est dû à Freud. Est-ce que je l'ai mis? Bon, je l'ai mis quelque part. Voilà. Ça, c'est ce que dit Jean-Pierre Marquis. Je ne sais pas pourquoi il arrive à la fin. Mais il y a un théorème de Freud qui vous dit qu'en fait, si vous prenez la catégorie des espaces topologiques à homotopie près, hein, c'est celle qu'on a vu apparaître qui s'appelle O-top, eh bien, il n'y a pas de manière de la plonger de manière fidèle dans les ensembles. Donc on dit que c'est une catégorie abstraite. Ça, c'est joli. C'est-à-dire que c'est une catégorie que vous ne pouvez pas concrétiser avec les ensembles. Et c'est ce que dit ici Jean-Pierre Marquis, et j'aime bien la dernière phrase. Le résultat Freud n'a pas beaucoup attiré l'attention des philosophes des mathématiques. C'est quand même là qu'on devrait travailler le plus. C'est-à-dire qu'on a des résultats qui vous montrent que la croyance que tout ça va se ramener à des ensembles n'a pas l'air d'être fondée. C'est-à-dire, si vous écoutez les spatialistes du domaine, ils vous disent les briques de base, c'est les types d'homotopie, et on a un résultat qui vous dit, et eux, vous ne pourrez jamais les plonger dans des ensembles, vraiment. Vous pouvez le faire sous certaines conditions, mais au bout du compte, les morphismes, les relations entre les objets que vous avez ne sont pas de type ensembliste. Ça veut dire qu'ils ne sont pas de type extensionnel. Vous ne pouvez pas les capturer. Donc ça, c'est vraiment une très belle piste. Donc je vous ai mis une citation assez longue qui suit ça, mais il y a d'autres aspects qui sont super intéressants, mais j'arrive au bout de mon temps. Mais c'est là que je voulais arriver, c'est-à-dire que il me semble qu'il y a une manière de continuer ce programme qui a été esquissé par Badiou, qui, en un sens, hérite du programme d'une ontologie univoque, ça c'est absolument sûr. Plate, moi je ne crois pas, mais univoque. Certainement, à mon avis, très stratifié. Et ce projet, eh bien, il a lieu aujourd'hui dans les discussions autour du statut de l'homotopie. L'homotopie est en train d'arriver comme étant un nouveau paradigme et on ne sait pas du tout quelle va être la bonne piste. Donc là, c'est pas la peine d'essayer, c'est même pas la peine d'essayer d'être positiviste, on n'a pas la bonne théorie. Il y a les infinies catégories, il y a la théorie homotopique des types, il y a plein de propositions qui sont faites. Donc c'est magnifique, mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'est-ce qu'elle ouvre comme problème pour le philosophe. Et là, je crois qu'il a raison, Marquis, on doit s'emparer des problèmes qui sont posés là, parce que c'est des problèmes ontologiques. Et ça, c'est vraiment... Et c'est pour ça que je vous ai mis l'article qui est ici, celui-là, parce que ce qu'explique Marquis là-dedans, et vous pouvez trouver les slides de l'exposé qu'il avait fait, qui est plus... On voit mieux apparaître la problématique. Ce qu'explique Marquis, c'est que si on a un paradigme dont on est sûr qu'il n'est pas extensionnel,
Parce que le problème, c'est pas ensemble ou pas ensemble. Vous pouvez continuer à travailler avec des ensembles, c'est savoir est-ce que la manière dont vous raisonnez est extensionnelle. C'est ça l'enjeu. Et de ce qu'on appelle le principe d'extensionnalité, deux choses sont identiques si elles ont les mêmes éléments. Okay. Si on arrive dans des situations où on ne peut pas utiliser le raisonnement extensionnel, ça veut dire que c'est notre concept de l'identité qui a changé. C'est notre idée de ce que c'est qu'une identité. Et ça, il y a des questions techniques qui sont derrière, qui sont absolument passionnantes, sur le principe des indiscernables, etc., c'est juste comme ça. Ah, on arrive déjà? Bon, je suis désolé parce qu'il faut quand même qu'on puisse discuter, c'est ça? Bon, écoutez, je vais arrêter là pour qu'on puisse quand même avoir 5 minutes, non? Ils vont nous laisser? Ça va être compliqué? Bon, je suis arrivé au bout du chemin que je voulais faire, mais il n'y a pas la conclusion qui est là. Tant pis. Voilà, je te remercie. Bon, merci.